Nous allons maintenant écouter Patricia Comboy, qui est de Help Age International. Help Age, c'est une énorme ONG qui s'occupe des personnes âgées, des seniors dans le monde, et qui représente notamment auprès de l'ONU et d'autres institutions de la Banque mondiale les intérêts des seniors, et notamment dans les pays les plus vulnérables. Et, Patricia a souhaité intervenir sur un peu son action et surtout ce qui s'est passé dans ces pays au moment de la crise de la Covid. Patricia, welcome. Good afternoon to everyone online. Bonjour à vous tous en ligne. Je m'appelle Patricia Conboy et je travaille avec Help Age International. Je remercie les organisateurs de ce symposium international de me donner l'occasion de vous parler cet après-midi. Help Age défend la dignité, le droit de parole et le bien-être des personnes âgées dans les pays à faible et moyen revenu. Je vais vous présenter une vue d'ensemble du vécu des personnes âgées lors de la pandémie. J'identifierai certains des risques et des défis qui ont fait partie de ce vécu et j'examinerai certaines réponses apportées au niveau mondial à la pandémie en mettant particulièrement l'accent sur le rôle de protection sociale. J'aimerais commencer par vous faire part de l'idée que les gens n'ont pas un point de vue neutre concernant les personnes âgées ni de ce processus de vieillissement. Nos opinions sur de nombreux sujets, y compris le vieillissement, sont ancrées dans ce que l'on pourrait appeler des modes de pensée ou des habitudes de pensée. Il s'agit de croyances, d'idées reçues et de façons d'agir que nous ne remettons pas suffisamment en question. Très souvent, nous ne sommes pas conscients de ces modes de pensée. Ils sont invisibles, mais ils ont une influence majeure sur les politiques et les stratégies que nous élaborons et sur la façon dont nous fixons les priorités et allouons les ressources dans la société. Ces politiques et décisions en matière de ressources ont à leur tour un impact considérable sur la vie des personnes âgées. J'aimerais en parler plus en détail à présent. Les personnes ont été confrontés à différents types de risques pendant la pandémie. Dès les premiers jours, nous étions conscients du le risque principal de maladies graves à des décès dus au virus. Mais il existe également des risques secondaires dus à cette pandémie. Des risques en ce qui concerne leur sécurité alimentaire et financière. Mais les droits fondamentaux des personnes âgées ont également été bafoués par les mesures de santé publique. Elles ont été confrontées à des risques concernant la mobilité, le droit à la participation et d'expression. Help Age vise à donner la parole et de faire connaître ce que vivent les personnes âgées. Avec les restrictions dues à la pandémie, nous étions préoccupés par le fait que les personnes âgées n'aient plus voix au chapitre, ni la possibilité de se faire entendre auprès des décideurs. Nous avons utilisé le téléphone et l'Internet, mais inévitablement, cela signifiait que les nombreuses personnes âgées ne puissent pas raconter leur histoire personnellement parce qu'ils n'avaient pas accès aux moyens de communication. Par exemple, en Afrique subsaharienne, seulement 2/3 des foyers disposent d'un téléphone. Et ce sont des foyers, pas les particuliers, les individus. Et nous ne savons pas qui a accès, qui contrôle l'accès au téléphone ou au sein de foyers des moyens de communication. Il y avait également des problèmes préexistants qui augmentaient le risque de pandémie pour les personnes âgées. La discrimination à l'égard des personnes âgées, des obstacles à l'accès aux services de santé et des obstacles à l'accès à l'aide humanitaire. Sans parler des lacunes dans les données et les statistiques qui font que les personnes âgées ne sont pas prises en compte ou deviennent tout simplement invisibles. La COVID-19 est un problème mondial qui nécessite une réponse au niveau mondial. Alors, voici les 3 piliers de la réponse internationale à la pandémie. Ces piliers fonctionnent au niveau mondial et national. Il y a 3 volets. Les volets humanitaires et
développement sont dirigés par des agences des Nations Unies et en collaboration avec des organismes nationaux. Le pilier santé, comme vous le savez, est traité par l'OMS. Ce que nous cherchons à faire avec HelpAge, c'est de savoir si les personnes âgées sont incluses dans les plans et les programmes, à savoir si leurs voix sont bien entendues. Est-ce que les gouvernements, les organismes s'engagent directement à soutenir les personnes âgées auprès des communautés? Franchement, le tableau est incomplet. Du côté positif, le secrétaire général des Nations Unies a fait preuve d'un leadership positif en publiant une déclaration politique forte sur les droits des personnes âgées. Du côté négatif, il y a des lacunes et des angles morts dans la politique, la mise en œuvre et l'allocation des ressources. Je vais prendre un instant pour réfléchir aux raisons pour ces lacunes. L'un des défis est que de nombreux décideurs politiques ne reconnaissent pas les obstacles préexistants pour les personnes âgées avant la pandémie. Par exemple, de nombreuses personnes âgées ont des problèmes de santé sous-jacents. Avant la pandémie, elles se heurtaient déjà à ces obstacles, des obstacles en matière d'accès aux soins de santé dans les nombreux pays à faible revenu. Avec la pandémie, leurs risques sanitaires ont augmenté, mais les mesures d'aide et de développement n'ont pas encore été suffisantes pour faire face aux risques accrus auxquels ces personnes sont exposées. Dans l'esprit des gens, les personnes âgées sont souvent stéréotypées comme étant dépendantes et un fardeau pour la société. Elles méritent, il semblerait, moins d'avoir accès aux rares soins et ressources médicales que les personnes plus jeunes. La réalité dans les pays à faible et moyen revenu est que les personnes âgées participent à la vie de la communauté en tant qu'agriculteurs, travailleurs, bénévoles et soignants. Elles ont les mêmes droits que tout citoyen. Elles participeront au redressement après la pandémie. C'est là que les modes de pensée influencent la façon dont nous agissons au niveau individuel et sociétal. L'un des moyens de contrecarrer ces modes de pensée est bien sûr de présenter des exemples concrets. Et il était difficile d'acquérir l'expérience sur le terrain pendant la pandémie. Nous avons cherché de travailler avec des équipes sur le terrain et travailler avec des enquêtes faites sur le terrain. Et un des rapports que nous avons fait en partenariat avec le FNUAP sera disponible début 2021. Je vais maintenant me tourner sur les impacts socio-économiques sur les personnes âgées et le rôle de la protection sociale. Dans les pays à faible revenu, la couverture de pension est inférieure à 20%. Les personnes âgées dépendent généralement du soutien familial, de leur épargne modeste et d'un travail dans l'économie informelle qui a été fortement impacté par le confinement et les restrictions. HelpAge a mené 19 évaluations rapides des besoins dans 18 pays pendant le début de la pandémie. Les personnes âgées ont fait part de 3 préoccupations majeures: l'insécurité alimentaire, l'insécurité des revenus et le manque d'accès aux soins. Nous estimons qu'entre 1,6 et 3,2 millions de personnes âgées en Afrique subsaharienne vont se retrouver dans la misère. Au cours des 12 prochains mois, les agences des Nations Unies et les gouvernements mettront en œuvre des opérations pour faire face au contexte socio-économique que je viens de vous présenter. Il est clair qu'il faut améliorer l'accès à la protection sociale pour assurer la survie des populations et mettre en place des mesures qui soient inclusives, fondées sur les droits humains et résilientes, capables de fournir des revenus aux populations en période de bouleversement de crise. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience pendant la pandémie. Les mesures de protection sociale ont été étendues dans les pays à faible revenu pour soutenir les populations vulnérables. Ces mesures comprennent notamment des programmes de transfert d'argent dans l'urgence. Nous avons mené une enquête dans 17 pays au mois d'août afin d'avoir un aperçu du vécu de personnes âgées en matière d'accès à ces programmes, d'exposer les défis potentiels à relever.
Alors, il y a eu des problèmes et les personnes âgées ont été laissées pour compte. Parmi les problèmes rencontrés, on peut citer les manques de statistiques fiables du registre d'état civil obsolète, mise en place de quotas stricts, des systèmes de paiement peu fiables. Les personnes âgées n'ont pas reçu d'informations claires sur les programmes et sur la manière d'y accéder. Il y a eu aussi de la confusion sur les critères d'éligibilité et les difficultés d'accès. Les conclusions de l'enquête ont permis de tirer des enseignements toutefois. Alors, il faut une consultation avec les communautés, une adéquation des informations et des moyens de communication pour que les populations ayant un faible taux d'alphabétisation, qui parlent des langues locales différentes et qui peuvent souffrir d'handicap. Alors, il est possible d'assurer un meilleur accès, une meilleure inclusion dans ces programmes. Et je vais en parler maintenant. Là, il y a des défis à relever. Il y a une expansion de la protection sociale avec des systèmes, avec une couverture plus développée. Et tout cela est très positif. Nous avons identifié des pensions sociales comme étant la manière la plus efficace pour fournir une sécurité financière aux personnes âgées dans des pays à faible revenu. Ils sont universels, sont financés par les taxes, les impôts et ne sont pas liés à l'emploi antérieur des personnes ou leur contribution à la sécurité sociale. Et les pensions sociales présentent d'autres avantages au niveau d'un accès universel. Et ce sont des systèmes mis en place qui peuvent permettre par temps mornem et ils peuvent être augmentés en période de crise et qui peuvent être beaucoup plus efficaces que des systèmes ad hoc adoptés pendant la crise. Les pensions sociales aussi peuvent fournir des informations complémentaires, des services aux personnes plus âgées. Et c'est ce qui s'est passé à Myanmar pendant la pandémie. Alors, enfin, dans l'appel au gouvernement et aux agences des Nations Unies pour apporter de l'aide, il y a un certain nombre de recommandations que j'aimerais partager avec vous. Nous demandons à tous ces organismes d'inclure toutes les personnes âgées dans leurs évaluations de la situation dans de telles crises telles que la pandémie du COVID. Nous demandons qu'il y ait une pension sociale universelle pour atteindre toutes les personnes âgées, en particulier dans les pays à faible revenu. Là où les pensions sociales existent, mais n'atteignent pas toutes les personnes âgées, nous demandons une extension de ces pensions, de ces allocations. C'est ce qui est en train de se passer au Bangladesh en ce moment, avec l'extension de l'accès de ces allocations dans les régions du pays les plus touchées. Nous demandons des gouvernements à augmenter ces allocations. Et d'après ce que nous avons appris, nous voulons assurer l'accès et l'inclusion dans de nouveaux programmes d'aide pour que les personnes puissent recevoir leurs aides. Effectivement, merci de votre attention. Si vous voulez apprendre plus au sujet de cette présentation, vous pouvez aller sur helpage.org. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez me contacter par courriel. J'espère que vous aurez une conférence très fructueuse. Merci. Merci beaucoup, Tricia. C'était absolument passionnant. Et cet objectif que vous souhaitez atteindre de pension sociale universelle est évidemment plus qu'intéressant. On va passer maintenant à une table ronde très importante, mais dans un contexte français. On a fait une étude avec un groupe très sympathique constitué à l'intérieur d'une grande mutuelle française qui s'appelle le groupe Vive sur l'imprévoyance, c'est-à-dire le défaut de couverture des couvertures benefits pour les non-français. Et nous avons essayé de montrer d'abord le montant de cette absence de couverture qui est considérable, et vous l'allez entendre tout de suite, et les conséquences que cela
pour tout le secteur de l'économie sociale, le handicap, etc. et tout ça, et en même temps, les conséquences que cela a sur la gestion de l'épargne des ménages. Parce que si les garanties prévoyance sont imparfaites et que les familles ne sont pas protégées contre des catastrophes, alors évidemment, l'épargne de précaution liquide, le cash liquide reste l'épargne favorite des ménages, et on sait combien ça nous pose des problèmes aujourd'hui dans l'analyse des économies européennes. Patrick Hugon. Bonjour Patrick Hugon. En pleine crise de la Covid qui a frappé le monde de l'assurance comme le reste cette année, vous avez jugé bon de créer un observatoire de l'imprévoyance. Pouvez-vous nous expliquer ce concept d'imprévoyance et qu'est-ce que vous entendez construire avec cet observatoire? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le groupe Vive se positionne comme entrepreneur du mieux vivre, et donc tout naturellement il trouve sa place dans ce symposium aujourd'hui. Et en fait, l'idée de cet observatoire s'inscrit un peu dans cette idée que la prévoyance justement est un sujet qui est mal connu, qui est peu compris en fait. Et du coup, on se dit, c'est étonnant, quelqu'un qui est un opérateur d'assurance en prévoyance, qui est un gros opérateur, pourquoi il parle d'imprévoyance? C'est un paradoxe apparent, puisque justement notre expertise nous permet de déterminer les risques qui sont mal couverts, les absences de couverture, les manquements qu'on peut voir apparaître au niveau de la prévoyance, et donc du coup toutes les conséquences que ça a sur les individus. En même temps, c'est vrai qu'on arrive à mesurer la difficulté pour un individu de matérialiser ce qu'est la prévoyance. Donc du coup, pour le groupe Vive, la création de cet observatoire de l'imprévoyance, c'est aborder un angle un peu singulier, et plutôt que de dire ce qui est couvert, c'est d'exprimer les défauts de couverture et les conséquences des défauts de couverture. Et pour le coup, on se retrouve dans une situation où effectivement on va pointer les conséquences de l'absence de couverture. Et l'intérêt de cette démarche, elle réside dans le fait que ça permet d'objectiver des situations à la fois du point de vue sociétal, mais également du point de vue individuel. Si nos travaux en fait s'inscrivent dans une double approche, une approche qui est à la fois macroéconomique et une approche qui est individuelle au niveau donc microéconomique. Et l'approche microéconomique est toute simple, elle vise à faire en sorte que un individu puisse, à partir de quelques tests rapides en fait, arriver à se situer et à se mesurer avec un résultat d'indice sur une note de 0 à 100 qui lui permettent de se situer par rapport à son degré d'imprévoyance, avec l'idée de mesurer les conséquences pour un individu d'une absence de couverture. Voilà, c'est un exemple concret du travail de l'Observatoire. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui de partager aussi, c'est l'approche macroéconomique du coût de l'imprévoyance, sachant que en fait, on a le sentiment que la prévoyance, c'est le parent pauvre de la protection sociale. C'est mal connu du grand public, ses contours sont assez flous, on a les sentiments que la sécurité sociale intervient au premier rang et que donc finalement la France est un régime hyper protecteur et que donc on est bien couvert. Et ces dernières années, en fait, l'accent a été mis plus particulièrement sur les garanties santé, un complémentaire santé, avec la généralisation de la couverture pour les entreprises, avec l'ANI, qui a contribué à favoriser le fait que toute personne puisse, salariée en tout cas, puisse avoir une couverture. De même qu'on s'est beaucoup focalisé sur les questions de retraite, légitimement, puisqu'on sait qu'il y a des questions d'équilibre dans l'avenir. Mais du coup, on n'a plus beaucoup parlé de prévoyance et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a énormément d'inégalités. Ces inégalités, elles sont caractéristiques pour les salariés. Il y a des différences entre les cadres et les non-cadres, avec une protection plutôt qualitative pour les cadres et les non-cadres qui sont parfois oubliés.
il y a des différences très significatives entre secteurs d'activité, entre grandes entreprises et petites entreprises, où on trouve beaucoup de couverture de qualité, mais aussi de secteurs ou de types d'entreprises qui sont mal couverts. On a pour les travailleurs indépendants, on sait que la protection sociale des travailleurs indépendants est très faible et effectivement, ils sont globalement mal couverts et ils ont du mal à appréhender le risque qui est le leur. La protection sociale complémentaire des fonctionnaires est aussi assez médiocre. Le statut de la fonction publique est protecteur dans le sens où il permet de faire une carrière en individu tout au long de sa vie. Par contre, au niveau protection sociale, l'employeur public a une participation extrêmement faible qui est différente en fonction des différents secteurs des fonctions publiques, mais qui malgré tout reste toujours très 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 minime, avec des adhésions qui sont facultatives. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que un agent de la fonction publique qui tombe en invalidité, si c'est un jeune agent qui a peu cotisé de son régime, en fait, il va se retrouver avec une pension qui sera une pension à la fois pour lui maintenir une rente d'invalidité, mais également pour la retraite, qui sera extrêmement faible et qui va le pénaliser tout au long de sa vie, y compris pendant la période de retraite. C'est donc une couverture vraiment très, 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 très faible qui mériterait d'être pointée. Et grâce à nos travaux du coût de l'imprévoyance, on arrive à modéliser et à mettre en avant les absences de couverture et les conséquences financières. Donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'inégalités, que la crise est un peu aussi un accélérateur. C'était la question de François-Xavier, des difficultés de l'État. Des difficultés de l'État, bien évidemment, devant des déficits colossaux et des défis considérables, notamment en matière bien sûr, de montée du chômage, de la précarité, de la pauvreté, et en même temps de la nécessité de couvrir mieux des besoins de santé, où on s'aperçoit que notre système n'a pas toujours été particulièrement efficient. Mais aussi, pour les entreprises, on aura un certain nombre de secteurs en grande difficulté, où la priorité sera de retrouver de la croissance, et donc on pourra difficilement demander aux entreprises de s'engager plus en matière de protection sociale complémentaire. Du coup, le risque est que ce soit l'individu qui se retrouve encore plus concerné par cette problématique, et on ressent très nettement qu'aujourd'hui, le besoin de protection s'est accru. Forcément, les conséquences imprévisibles de cette crise sanitaire très forte amènent à ce qu'on se replie sur des valeurs essentielles, et la protection en est une. Du coup, notre coût de l'imprévoyance permet d'objectiver ces difficultés et de les porter à connaissance. Donc, nous aurons un lancement officiel de cet observatoire du groupe Vive au printemps 2021, et nous entendons interpeller les pouvoirs publics, les décideurs, les relais d'opinion, la presse économique, pour les sensibiliser à ces questions. Sachant que, je vous disais qu'on était mal couvert en France, mais grâce à nos travaux d'économistes, grâce aux actuaires dont nous sommes entourés, nous sommes arrivés à démontrer qu'aujourd'hui, le manque de couverture, c'est-à-dire le coût de l'imprévoyance, se situe à près de 12 milliards. 12 milliards, vous voyez que nous sommes là sur des chiffres considérables et qui effectivement sont particulièrement significatifs. Et ces 12 milliards sont importants parce que du coup, ces 12 milliards, c'est des revenus en moins pour les personnes qui connaissent un aléa de la vie, un accident, une maladie, un décès, et qui se retrouvent confrontés à des situations où ils n'ont plus suffisamment de ressources pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir élever leurs enfants, pour pouvoir leur permettre d'accéder à une éducation de qualité. Et on connaît tous le coût des études. Ça les met dans une situation également difficile parce que ça ne permet pas d'accéder à des services, et notamment des services médico-sociaux dont ils pourraient bénéficier, qui contribueraient aussi à créer une certaine
productivité, une certaine richesse économique pour la société. Et donc, du coup, parfois, les individus ont aussi tendance à se surprotéger et à avoir une épargne considérable, une épargne de précaution considérable pour faire face justement à ces situations comme ça mal maîtrisées. Et du coup, cette économie-là, elle n'est pas productive au sens de la richesse qu'elle peut drainer dans des entreprises, parce qu'elle est placée sur des placements de type livret A, de placements financiers à très faible rémunération, très sécure, mais qui n'irriguent pas vraiment l'économie, en même temps qu'elle ne profite pas réellement aux assurés, puisque effectivement, du coup, cette épargne est assez peu rémunérée. Donc, on s'aperçoit que l'absence de couverture de prévoyance a une incidence très, très lourde. Et donc, du coup, nos travaux visent à modéliser ces concepts au travers de l'absence de protection sociale complémentaire de la population française, et nous l'avons catégorisé pour l'ensemble des individus, que ce soit les salariés, que ce soit les chômeurs, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les retraités. Donc c'est vraiment l'ensemble de la population, et par statut, nous avons la capacité de décrire quel est le coût de l'imprévoyance globale pour un statut globalisé. Nous avons aussi la possibilité de décrire par risque quel est le coût de l'imprévoyance en France. Et au niveau des risques, nous avons pris en compte toute la partie des risques classiques de prévoyance qu'on connaît bien, que sont les garanties de maintien de salaire, que sont les garanties d'essai, que sont les garanties invalidité. Mais on a considéré aussi que si on voulait bien protéger les Français, il fallait prendre en compte des risques qui sont des risques essentiels pour lesquels les restes à charge sont énormes. Notamment, je pense particulièrement à la perte d'autonomie. La perte d'autonomie dont on sait qu'elle touche une personne sur 3 et dont les conséquences sont particulièrement difficiles pour une personne qui se retrouve démunie face à cette situation-là, avec des coûts d'hébergement, des coûts d'accompagnement de la personne à domicile qui sont excessivement élevés et qui sont dans les 3/4 pour les 3/4 des individus supérieurs à leurs ressources. Donc on est vraiment dans des situations où on considère que le risque de perte d'autonomie est quelque chose qui nécessiterait d'avoir une prise en charge beaucoup plus forte, une assurance dépendance généralisée, et le groupe VIV milite pour qu'effectivement on puisse prendre en compte ce type de risque dans une mutualisation beaucoup plus large. On considère aussi qu'il faut accompagner les enfants handicapés, parce que bien évidemment, ça met des familles dans des situations difficiles. Et enfin, qu'il faut accompagner donc les aidants, qui sont des catégories pour lesquelles effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés, de tensions pour ces personnes-là qui doivent assumer leur vie professionnelle, leur vie familiale, l'éducation de leurs enfants parfois, et en même temps gérer ce statut d'aidant et cette mobilisation que ça suppose pour eux, avec toute la charge intellectuelle et financière parfois que ça peut générer. Voilà, donc du coup, notre coût de l'imprévoyance est un vecteur de sensibilisation de la population. C'est bon? C'est à moi là. Allô? Oui, mais c'est pas ça. Merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment un concept très important, et le papier de recherche qui est lié à ce concept d'imprévoyance sera mis dès aujourd'hui ou demain sur le site de la chaire TDTE. Nous allons maintenant demander à qui d'ailleurs? À Frédéric Oliven. Frédéric Oliven, c'est le nouveau directeur général du groupe Audience. Et pour nos amis étrangers, Audience en France, c'est l'organisme de protection sociale complémentaire des métiers, des arts et de la culture. Donc c'est évidemment quelque chose de très important. Et il a souhaité intervenir sur cette notion de bien-être
et de dire que la culture, c'est évidemment un très grand fournisseur de bien-être. Frédéric, à vous. Directeur général du groupe Audience qui s'occupe de protection sociale des métiers des arts et de la culture. Et sur cette question du bien-être et du vieillissement, vous avez souhaité réagir. Bonjour, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Vous m'y avez invité, donc je vous remercie pour cette invitation. Et c'est vrai que lorsque on a fait connaissance avec l'équipe de la chaire transition démographique, transition économique, on avait partagé le fruit d'études nombreuses qui existent sur le bien vieillir, et où vous indiquiez que il y avait 3 facteurs essentiels: la santé, bien sûr, le fait d'avoir une vie sociale, d'autre part, et enfin d'avoir une vie intellectuelle, de continuer à apprendre. Alors, j'ai évidemment immédiatement pensé à ma maman adorée, qui, en me demandant si elle était bien dans les cases, mais je me suis aussi, bien sûr, interrogé sur le fait de savoir si ça ne concernait que les personnes les plus âgées, et je ne crois pas, et je pense que ces paramètres que vous indiquiez sont valables finalement pour tout le monde et à tous âges. Et bien sûr, le fait que la culture est un allié tout à fait central pour au moins 2 de ces trois facteurs, que sont le fait d'avoir une vie sociale. On pense évidemment aux pratiques culturelles collectives, aux sorties culturelles, aux spectacles vivants, au cinéma. Et puis le fait d'avoir une vie intellectuelle et de continuer à apprendre, parce que toutes les pratiques culturelles peuvent faire fonctionner nos méninges et pas seulement s'adresser à nos émotions. Alors voilà ce qui m'intéressait de rappeler au passage. Et on peut se poser la question du coup de la capacité de ces pratiques culturelles à être partagées entre les générations, entre les milieux sociaux. Et je voulais rappeler ce qui a été publié cet été par le département études et prospectives stratégiques du ministère de la Culture, le DEPS, qui dans le monde de la culture suit depuis presque 50 ans, je crois, les pratiques culturelles des Français, à travers des grandes enquêtes environ tous les 10 ans. La dernière est sortie cet été, donc elle a été un peu plus longue que 10 ans à réaliser. Et elle montrait justement, elle est tout à fait passionnante, elle montrait notamment que en presque 15 ans, on a une augmentation de 16 à 21% de la sortie au théâtre des Français, les Français qui déclarent avoir été au moins une fois au théâtre, et une augmentation de 49 à 63% du nombre de personnes interrogées qui déclarent avoir été une fois au cinéma. Donc on voit bien que les pratiques culturelles se démocratisent et qu'elles sont donc de ce point de vue-là un contributeur au bien-être au sens large. Je voudrais citer quelques exemples, comme ça, partager avec vous des choses que je trouve intéressantes et même réjouissantes. L'année dernière, au box-office du cinéma en France, dans le top 20, il y avait Les Misérables. Vous savez, ce film de Lajli, ce film choc, qui raconte l'histoire d'un affrontement entre un groupe de jeunes dans une banlieue défavorisée et une équipe de policiers sur fond de pauvreté, sur fond de radicalisation religieuse. Il est parmi les films qui ont été les plus vus au cinéma l'an passé. Et juste après, je crois qu'il était 19e l'année dernière, Les Misérables. Et en 21e position, vous avez un film qui s'appelle Hors Normes, qui est le film de Nakache et Toledano, qui raconte l'histoire d'une association qui aide des personnes handicapées, qui est des personnes hors normes, mais qui elle-même est complètement hors norme parce que en fait elle est en dehors de clous des cahiers des charges de la sécurité sociale. Et c'est le combat de ces personnes qui animent cette assoce pour rester en vie, pour garder les subventions de l'État, alors que ils ont une façon d'accompagner ces personnes handicapées qui est complètement différente. C'est un film qui s'est classé, je crois, à la 21e place
du box-office du cinéma en France en 2019. Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas que les grands blockbusters américains, les grands films d'action, les grands dessins animés qui attirent les foules au cinéma. Il y a aussi des films qui sont des films durs, des films qui traitent de sujets de société graves ou qui traitent de sujets qui invitent les gens justement à réfléchir. Et ça, je trouve que c'est le signe de cette pratique culturelle qui est plus démocratique finalement et qui ne concerne pas que les élites, qui concerne tout le monde. On peut aussi parler de la culture musicale en général. Alors prenons les musiques populaires. L'avènement des nouvelles technologies a permis un accès à la musique qui est démultiplié ces dernières années. Et on constate un partage plus grand de la culture musicale populaire. Moi, j'ai plein d'anecdotes autour de moi de gens avec qui je parle qui me disent on était en voiture avec nos gamins et on a mis Nostalgie, cette radio que je connais bien et que tout le monde connaît, et on a partagé avec nos mômes des morceaux de musique qu'on aimait tous ensemble et c'était super. Donc il y a une dimension intergénérationnelle qui s'opère grâce à la musique populaire et cette culture musicale populaire qui est plus répandue et qui se répand et qui se partage plus qu'avant. On a aussi quelque chose d'intéressant avec, même quelque chose de passionnant avec le phénomène des séries télé. Vous le savez, en ce moment, l'un des plus gros succès sur Netflix, c'est Le Jeu de la Dame, une série sur les échecs. Un thème au départ potentiellement tout à fait ardu et qui devrait rebuter bon nombre de gens et qui au contraire aujourd'hui fait l'objet d'un phénomène considérable sur cette plateforme qu'est Netflix, à la fois dans tous les pays, semble-t-il, et puis entre tous les publics et toutes les générations. Et le phénomène des séries en général est tout à fait passionnant de ce point de vue-là. D'abord parce que il a anobli la télévision ou réanobli la télévision qui à une époque était considérée comme quelque chose qui était vraiment peu culturel, avec la trash télé, la télé-réalité. On sait que les séries sont des œuvres qui ont vraiment beaucoup de talent et beaucoup de contenu. Et ce que je trouve formidable avec ce phénomène, qui n'est pas sans écueil, rien d'ailleurs n'est jamais parfait, mais c'est que les mêmes œuvres, justement, un peu comme Le Jeu de la Dame, à la fois traversent les générations et traversent les frontières, bien sûr, mais traversent aussi les milieux sociaux. Il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous avec un homme politique, une personnalité assez extraordinaire d'ailleurs, et son chauffeur était là parce que il a un chauffeur et on discute de cela un instant. Il me dit il est en train de regarder Fauda. Je dis mais qu'est-ce que c'est Fauda? Et en fait, Fauda, c'est une série, je crois, sur Netflix, qui est une série policière. Et donc, manifestement, c'était un sujet de conversation et de partage entre cet homme politique et son chauffeur. Et ça construit un imaginaire commun entre les gens. Et évidemment, pour moi, c'est un paramètre essentiel du bien-être. On peut évoquer aussi l'humour, ce phénomène qui depuis maintenant plusieurs décennies en France voit se stariser des personnalités. Une partie non négligeable d'entre elles sont issues de l'émigration. Elles ont un succès populaire considérable. Elles sont aussi ces personnalités, ces artistes de l'humour. Elles sont aussi le reflet d'une capacité de réussite sociale qui n'est pas exclue d'ailleurs de la définition du bien-être. Et elles construisent ce même imaginaire collectif populaire entre les générations, entre les milieux sociaux et aussi entre les communautés. Et elle contribue à un vivre ensemble qui est évidemment très important dans la société. On sait que ça ne va pas de soi à l'heure actuelle, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais je trouve que ça fait partie évidemment intégrante de la culture et que c'est quelque chose qui contribue considérablement à notre bien-être collectif et au bien-être de chacun.
Les nouvelles technologies, en fait, ont beaucoup accentué l'accès à la culture, le développement des pratiques culturelles. Aujourd'hui, là encore, c'est pas sans écueil, bien sûr, loin s'en faut, mais c'est quand même un phénomène à marquer, à rappeler. Et cette étude du département études et prospectives du ministère de la Culture, elle montre l'explosion de la pratique de visionnage de vidéos sur les plateformes, notamment par les plus jeunes. Donc, elle révèle aussi des clivages générationnels plus importants que par le passé, selon le type de pratiques culturelles. Elle montre que notamment les cultures dites légitimes ou savantes sont effectivement en recul, sur certaines générations notamment, par rapport à d'autres pratiques culturelles qui au contraire sont en fort développement. Elle montre aussi une chose qui est intéressante, c'est que aujourd'hui, le fait d'avoir une pratique culturelle autour des pratiques, des cultures savantes, des cultures légitimes, n'est plus dans les entreprises privées un marqueur de réussite sociale et de pouvoir. Seul le service public et les travailleurs du service public considèrent qu'avoir une pratique culturelle autour des cultures légitimes constitue un marqueur de leur réussite professionnelle. Donc oui, les choses changent beaucoup, mais et des clivages se marquent. Mais fondamentalement, on est quand même dans un moment où la démocratisation culturelle progresse. C'est jamais parfait. Pour certains, c'est un échec. Moi, je ne le crois pas. Je pense que les acteurs culturels fournissent à longueur de temps des efforts considérables pour faire venir dans les théâtres, dans les opéras, dans les lieux de musique, des publics beaucoup plus éloignés de la culture que ceux qui ont des habitudes culturelles fortes, des personnes âgées aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit des personnes les plus âgées. Donc ça, il faut le saluer. On n'est pas aujourd'hui dans une situation idéale, loin s'en faut. Et la merveilleuse histoire que raconte le film de Abdelatif Kechiche, L'Esquive, n'est pas quelque chose qui s'est répandu aujourd'hui partout dans nos banlieues. Mais quand même, on peut compter sur la culture et sur les différentes formes de pratiques culturelles pour contribuer au bien-être. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. On espère évidemment que les conséquences de la crise sanitaire et donc la fermeture des lieux de spectacle vivants vont vite être derrière nous et vont permettre de réouvrir les établissements qui reçoivent du public et qui sont les établissements culturels. C'est fondamental parce que, donc, à contrario, leur fermeture, dans des périodes, par exemple, comme celle qu'on vit en 2020, qui sont des périodes de privation de liberté, on voit que le fait de ne pas pouvoir aller au cinéma, le fait de ne pas pouvoir aller au théâtre, de ne pas pouvoir aller voir un concert, ne pas pouvoir aller à l'opéra, est un facteur de mal-être. Et on sait d'ailleurs que lors de ces périodes de confinement, la pratique, la télévision, la radio, la musique ont contribué à aider les gens à supporter et à mieux supporter ces privations de liberté. J'avais envie, pour finir, de vous dire que on espère ne plus jamais voir ces images consternantes qui montraient dans les supermarchés qui restaient ouverts, les rayons livres entourés de cellophane et donc coupés d'accès au public. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était totalement absurde et qui, je l'espère, ne se reproduira jamais. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.